Nous sommes le 15 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons Daniel Haïk pour la revue de la presse israélienne. Et nous allons commencer, Daniel, cette revue de la presse par une page diplomatique relativement importante autour des relations entre Israël et les États-Unis. Oui, en effet, Léa, tant le Israël Hayom que le Yediot Aharonot évoquent largement ces relations ce matin dans leur édition au lendemain de la visite de Yair Lapid à Washington. Et le Israël Hayom parle ce matin en surtitre de risque de première crise ouverte entre Israël et les États-Unis, une crise autour de la volonté des Américains d'ouvrir, on le sait, un consulat général à Jérusalem pour les Palestiniens. Anthony Blinken l'a dit ouvertement lors de sa conférence de presse commune avec les chefs des diplomaties émiratis et israéliens mercredi, et le quotidien affirme que s'il le faut, les Américains ont même l'intention d'imposer unilatéralement l'ouverture de ce consulat au cœur de Jérusalem, en dépit de l'opposition d'Israël, qui considère un tel geste comme une atteinte au statut de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Pour Ariel Kahana, cette initiative américaine risque d'être perçue comme l'une des plus grandes humiliations diplomatiques pour l'État hébreu. L'administration Biden est consciente en effet de l'opposition des Israéliens, et pourtant, il semble qu'elle ait l'intention de profiter de ce dossier pour faire des muscles, et même si Lapid pourrait accepter de valider l'existence de ce consulat, il sait que cela pourrait également entraîner la chute de son gouvernement. Mais en marge de cette probable ouverture du consulat américain, la presse israélienne continue de se pencher sur le dossier du nucléaire iranien. Oui, c'est ce que fait ce matin Nahum Barnea en page 2 du Yediot Aharonot. Dans son éditorial, Barnea adhère à la thèse maintes fois répétée ces derniers mois par Naftali Bennett, selon laquelle Netanyahou a lamentablement échoué dans ses efforts pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Selon Bennett et donc aussi selon Barnea, Netanyahou a misé sur une victoire électorale de Trump aux dernières élections présidentielles et n'a donc pris aucune réelle disposition pour préparer une option militaire contre Téhéran. Et en lisant ce matin le célèbre éditorialiste, on ne peut que ressentir un certain malaise face à cette adhésion presque totale à la ligne très critique de Naftali Bennett envers Binyamin Netanyahou. Et puis dans le Haaretz de ce matin, l'ancien commandant en chef de l'armée de l'air, Eitan Ben Eliaou, affirme que l'on est encore loin d'un Iran nucléaire, et ce en dépit du fait que l'Iran a atteint un point de non-retour et qu'elle est au seuil de ce potentiel atomique. Enfin, le Maariv, toujours à ce sujet, cite ce matin des responsables iraniens qui mettent en garde Israël face à une possible opération militaire contre leurs installations nucléaires. Et le Yediot Aharonot nous présente ce matin dans sa première page des extraits des principaux éditoriaux que l'on peut consulter dans son édition de veille de Shabbat. Oui, nous allons faire un rapide survol de ces éditoriaux qui reviennent sur les principaux sujets d'actualité de la semaine. Sima Kadmon écrit ce matin que le soutien apporté par le parti Raham à la loi sur le cannabis mercredi prouve que le parti islamiste n'a pas du tout l'intention de faire chuter le gouvernement. Quant à Nadav Eyal, il se fait l'écho de l'estimation de Binyamin Netanyahou selon laquelle après le vote du budget de l'État à la mi-novembre, le gouvernement Bennett-Lapid commencera à s'effriter. Quant à Amit Segal, il revient sur l'affaire Elazar Stern et exprime la colère et la frustration d'Eli Avidar, le député qui aurait dû devenir ministre des Renseignements si Stern avait été nommé à la présidence de l'agence juive, comme cela était probable. Il aurait pu se taire encore pendant quelques jours, peste Avidar qui risque de devenir, face à cette frustration, le maillon faible de la coalition gouvernementale. Et les médias israéliens ont suivi hier de près les développements dramatiques survenus à Beyrouth, et ce matin, les quotidiens tentent d'analyser les répercussions de ce chaos. Oui, et le terme de guerre civile revient dans les commentaires des analystes israéliens. Oden Granot dans le Israël Hayom parle d'un Liban assis sur un baril d'explosifs. Pour Granot, il ne fait aucun doute que le Hezbollah, qui est de facto le maître du port de Beyrouth, est le responsable majeur de l'explosion qui a dévasté une partie de la capitale libanaise il y a un peu plus d'un an. Mais Granot explique que le mouvement chiite a les moyens d'empêcher une enquête ou un procès qui confirmerait son implication, et pour cause, il a réussi dans le passé à empêcher la justice libanaise de poursuivre les assassins de Rafik El-Hariri qui provenaient du sein de ce mouvement terroriste, et parce qu'il savait qu'il serait donc montré du doigt.
Et nous allons nous pencher sur le Haaretz de ce vendredi avec 2 dossiers qui ont été cette semaine au cœur de l'actualité. Oui, le premier dossier est celui de la délinquance dans le secteur arabe israélien. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Le Haaretz a en effet interrogé en évidence ce matin 5 jeunes arabes israéliens qui affirment sans la moindre gêne qu'il est plus facile de se procurer une arme à feu dans le secteur arabe israélien que de commander une pizza. Et ils affirment en disposer eux-mêmes d'armes à feu. Donc pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que selon ces jeunes, cela leur donne un sentiment de force, cela leur permet de se sentir au-dessus de la loi, un sentiment de dissuasion également face aux autres, mais et aussi parce qu'ils se sentent souvent menacés par d'autres jeunes et qu'ils ont ainsi le sentiment d'être protégés. Un reportage édifiant donc sur ce fléau des armes à feu qui sont la source de violence dans le secteur arabe israélien. À noter que le Yediot Ahronoth également publie un reportage sur ce que l'on pourrait appeler les territoires perdus de l'État d'Israël. Il s'agit des routes du Negev où les voyous bédouins font la loi et roulent comme des fous. Et puis le second dossier du Haaretz qui a attiré votre attention, Daniel, ce matin, il se rapporte à l'agence juive qui est l'objet des critiques de l'éditorialiste anonyme du journal. Oui, en effet, le quotidien d'extrême gauche rappelle qu'avant de faire la polémique avec des déclarations plutôt sexistes, Elazar Stern, le ministre Elazar Stern, était candidat très en vue pour devenir le prochain patron de l'agence juive. Stern, depuis, s'est retiré de la course à la présidence de l'institution sioniste, mais pour le Haaretz, eh bien, c'est l'occasion de réaffirmer son opposition de principe à l'existence même de l'agence juive et de l'ensemble des institutions sionistes. Selon l'éditorialiste, il s'agit d'une organisation, je cite, superflue, qui n'a plus aucune utilité, et ce depuis la création de l'État d'Israël. Pour lui, l'agence juive, comme les autres institutions sionistes, telles que l'Organisation sioniste mondiale, le KKL ou le Keren HaYesod, favorisent souvent des nominations de personnalités politiques de second rôle et surtout n'ont aucun apport dans le renforcement des relations entre Israël et la diaspora. Une approche qui confirme, s'il le fallait encore, le côté ultra post-sioniste du Haaretz.